on peut se demander quelles sont les limites en fait de la production. On voit bien qu'on ne peut pas tout produire, même chez vous, Frédéric Ménager, il y a des choses que vous ne produisez pas. Vous n'êtes pas encore en autosuffisance puisque les céréales, par exemple, qui vont nourrir vos animaux, vous êtes obligé de les acheter à un, un- un agriculteur avec qui vous travaillez, qui produit pour vous, selon le cahier des charges d'ailleurs, je crois, d'agriculture biologique, les, l'alimentation de vos animaux. Vous n'êtes pas encore en état d'autosuffisance. Non, alors c'est un problème qu'on est en train de résoudre, puisqu'on est en train de racheter une ferme de 120 hectares pour justement faire notre céréale. Voilà. Donc, moi, c'est très très important, oui, parce que c'est vrai, bon, nous, on est certifié en agriculture bio, donc forcément, on achète de l'alimentation bio aussi, mais j'aimerais vraiment la faire moi-même. Voilà. Donc, on est en train de résoudre ce problème. Effectivement, quand on arrive chez vous, il y a, comme dans tous les restaurants d'ailleurs, l'origine de vos viandes qui donc viennent de la ferme. Il y a un petit panneau pour indiquer d'où viennent, par exemple, le fromage vient d'un éleveur qui habite juste à côté de chez vous. Et la seule, on va dire, petite touche un peu exotique, c'est le sucre. Le sucre, ben, il faut bien, vous ne cultivez pas vos propres betteraves, donc le sucre vient d'ailleurs également. Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est vrai, il y a le sucre, le sel, le poivre, les épices, etc. Puis on oublie, je pense, mais bon, on essaie de faire au maximum, mais éventuellement on pourrait imaginer de ne plus utiliser de sel, de poivre, et puis aller encore un petit peu plus loin. Oui. On pourrait le faire, oui, je pense que ce sont des choses à voir et à étudier. Mais après, je me dis, est-ce que les gens qui viennent manger à la maison, est-ce que si un jour on leur dit bah, du sel, voilà, nous on n'en a plus, on va le remplacer par autre chose, est-ce qu'ils seront assez ouverts pour pouvoir accepter ça? Parce que nous on est isolés aussi. Hein. Si on est dans un restaurant de ville, il y a énormément de gens qui viennent. Nous c'est un petit peu plus difficile quand même. Nous, pour venir chez nous, il faut en avoir envie, il faut avoir réservé, etc. Mais c'est une bonne idée là que vous venez de me mettre dans la tête. Vers encore plus d'autarcie. Non, c'est quelque chose qui également, James, vous a un peu traversé l'esprit quand on parlait des produits. Vous me disiez que ce que vous vouliez, c'était d'essayer d'éviter la tentation de l'exotisme, par exemple commander des mangues ou des fruits du dragon ou des choses totalement exotiques qu'on ne cultive pas en France. Vous dites oui, d'accord, j'en ai très envie, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est tout à fait dans la logique de mon restaurant? Et donc vous ne travaillez pas des produits comme la mangue, mais en revanche, vous utilisez du café, vous servez du café, vous utilisez des épices euh, dans votre restaurant. Yeah, it's hard to draw the line of what you work with, which is fresh, or how far you can go without being hypocritical, and the whiskies you serve from Japan, for example, or the coffee which comes from Ethiopia through Norway to Paris, and but for some reason you don't want to use tomatoes from South America, or I guess it's you utilize as much as what you can, which grows around you, and trying to be reasonable and with what you can receive. Là, effectivement, c'est difficile de tracer une ligne entre ce que l'on a envie de faire et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Le cas du café, par exemple, qui vient d'Éthiopie en passant par la Norvège et ensuite pour arriver à Paris, une bonne question. J'avais envie, peut-être sur le café, on peut ajouter que le café, il y a un geste qui va être la torréfaction qui va être fait à Paris. Donc c'est quelque chose qui va être un produit importé, mais qui va être, on va dire, manufacturé ou transformé à Paris et quelque chose
qui est difficilement faisable autrement. Mais effectivement, dans le cas du whisky japonais, il y a des très bons whisky japonais qui sont à la carte de chez Bones, par exemple. C'est une question. Et effectivement, la ligne est difficile entre ce qu'il faut, ce que l'on doit, l'éthique personnelle du restaurant. Jean-André Charial, à l'Hosto de Beaumanière, est-ce que l'on sert des produits exotiques ou est-ce qu'on essaie au contraire de se recentrer sur une carte locale, le plus local possible? Le plus local possible, hein. Moi, je ne sers pas de produits exotiques. J'ai aussi un verger, j'ai oublié d'en parler, donc j'ai des abricots, des abricotiers, des cerisiers, des amandiers. Mais j'essaye dans la mesure du possible, c'est pas toujours forcément possible, mais de servir que des produits de saison. Voilà, donc, et si je peux, effectivement, ceux issus de mes propres cultures qui sont quand même bien meilleurs. Pour le cas, par exemple, des agneaux, l'agneau des Alpilles, c'est un produit exceptionnel, mais qui a tendance un peu à disparaître. Oui, ça a tendance à disparaître. Il n'y a plus beaucoup de troupeaux, malheureusement. Donc on va les chercher ailleurs. On va les chercher dans les Pyrénées ou on va les chercher dans le Massif central. Bon, mais enfin, on reste en France. Et ce qui est important, c'est la qualité. Et bon, il n'y a pas que forcément uniquement à 30 km autour de chez moi, uniquement des agneaux de qualité, heureusement pour nous. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et pas... moi, je sais que j'essaye de trouver les meilleurs produits. C'est ça qui m'apporte. Alors, je vais pas... Et français, et si possible, des cultures bio, parce que moi, je crois au bio depuis longtemps. Et donc, c'est ma philosophie et ma politique. Dans le débat d'hier matin, Martine Berasategui a dit cette chose assez intéressante, c'est que lui, il plaidait pour une notion extensive de la maison. Son restaurant est situé au Pays Basque, et pour élever des cochons ibériques, pour faire du jambon de porc ibérique, eh bien, il est obligé de le produire à Rabugo, donc à 750 km de sa maison. Et ce qui est intéressant, c'est que il disait, mais c'est également un produit fait maison, puisque c'est moi qui m'en occupe, et ça fait partie avec mon cahier des charges. Donc c'est un produit qui est totalement dans la maison Berasategui. Il y a une conception comme ça extensive de la maison. Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Ménager, par exemple, des volailles de la Ruchotte, des volailles de race ancienne d'autruche, par exemple, que vous pourriez élever sous le nom Ruchotte, mais un peu plus au sud, par exemple, des terroirs plus différents? Non, je crois pas. J'aime bien suivre les choses moi-même. Donc forcément, si c'est loin, on ne peut plus suivre. Moi, le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est aller voir si mes animaux vont bien, non. Ça, j'en ai besoin, et il faut que je les attrape, que je les emmène à l'abattoir moi-même. Je veux dire, je suis responsable jusqu'au bout de leur vie, de leur mort. Quoi. Non, je pense que c'est très très important. Hein. Accepter aussi la mort de l'animal qu'on a élevé, Bon, on dirait sur une volaille c'est assez rapide, hein, quoi. Puis on s'attache pas, mais sur une grosse bête, ça peut des fois faire un petit peu de la peine aussi. Hein. C'est important aussi ça. Maintenant les gens ils avalent de la viande, mais surtout il ne faut jamais leur dire que ça a été un animal vivant, je trouve que c'est quand même grave. Hein. Si on disait aux gens, si tu veux manger de la viande, voilà, une vache, si tu veux la manger, il faut la tuer. Je pense que ça changerait beaucoup de choses et qu'on en mangerait moins de la viande. C'est quelque chose également, vous, James Henry, fabriquer sa propre charcuterie à Paris, ça voudrait dire presque tuer son cochon pour s'assurer de la meilleure qualité. Et quand je vous ai dit, vous seriez prêt à tuer votre cochon, vous m'avez dit, mais je l'ai déjà fait, ça ne me pose aucun problème. You already slaughter your own pig for making your Yeah, own. in the past I have, and
it's an interesting thing to do. And when I was younger, I worked on farms for a while, and so I was surrounded by this and handling livestock. And Australia is a very, very big country, so we were 300 kilometres from the closest town. So if you wanted to eat meat, you had to slaughter your own animals and process them, butcher them, age them, and cook for yourself. So. Oui, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Quand il vivait en Australie, l'Australie est un territoire extrêmement vaste, extrêmement grand, et il vivait dans une ferme à 300 km en gros de la prochaine ville. Et quand on veut manger de la viande, eh ben, il faut tuer soi-même l'animal, il faut le travailler, et il faut le faire cuire, le découper et le saler, le fumer ou le travailler en salaison pour pouvoir le conserver. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait et qu'il trouve tout à fait naturel et légitime. On a une photo peut-être de la cave du restaurant Bones à Paris. La cave du restaurant Bones est ici. Donc, vous voyez dans la cave, il y a toute la charcuterie qui est réalisée par James Henry. Donc il y a des jambons d'un porc noir de Bigorre qui sèchent. Alors évidemment, il commence seulement à sécher puisqu'il a réalisé l'ouverture du restaurant tout début janvier de l'an dernier. Donc c'est vraiment tout jeune. Et puis il y a des saucissons, il y a des copas et il y a des magrets séchés également. Il fait saler et sécher des magrets de canard à côté de nombreuses bouteilles qu'on peut boire également au bar, puisque le Bones est un restaurant et un bar. Sur la question de peut-on tout produire, il y a la question du vin également. James Henry disait dans son restaurant, bah oui, nous on a des alcools qui viennent du Japon, on a du vin qui vient de toute la France. Vous, Jean-André Charial, vous avez une carte des vins à l'Oustoubourg-Monière qui est totalement impressionnante, très très belle référence, mais vous ne pouvez pas vous limiter aux vins de la région. Non, mais moi j'ai un parti pris de vendre que des vins français. Déjà, non pas que je ne pense pas qu'il y ait d'excellents vins à l'étranger, il y a des très très bons vins, mais je suis d'abord viticulteur, j'ai été président de l'appellation Les Baux-de-Provence, donc je suis l'ambassadeur de ma région, et de ma région au sens large, c'est-à-dire qu'en dépassant le cadre juste des 15 vignerons des Baux, hein, c'est-à-dire que la Provence et même les Côtes-du-Rhône. Et donc, moi j'estime que j'aurais un restaurant à Paris ou à Londres, j'aurais évidemment des vins de tous les pays du monde. Mais au Baux-de-Provence, j'estime que je suis l'ambassadeur de cette région et je dois servir les vins de ma région. Et évidemment, j'ai une carte des vins Provence et Côte-du-Rhône, Châteauneuf et même septentrional, sûrement plus étoffée qu'un restaurant strasbourgeois. Mais j'ai une carte des vins de la France entière. Hein. J'ai 80 000 bouteilles dans ma cave. Donc il y a de quoi faire. Frédéric Ménager, chez vous, j'ai l'impression qu'au contraire, vous vous êtes recentré sur la Bourgogne. Votre carte des vins, évidemment, vous vendez les vins d'excellents vignerons des domaines alentours, beaucoup de vins naturels, notamment des vins de chez Prieuré Roch, des vins de domaine Chandon de Briaille. Vous avez d'autres références que la Bourgogne ? On va dire que j'ai axé ma carte des vins à 90% sur notre région. Parce que bon, on a quand même la chance d'habiter dans une région qui est extraordinaire pour le vin. Et c'est vrai que un petit peu de vin du sud, mais bon, finalement, je ne les vends pas. Donc j'ai recentré toute ma carte sur notre région. Puis je crois que c'est très très important aussi. Je pense que c'est un ensemble, oui. Mais après, évidemment, quand on a un restaurant dans une région non viticole, dans une grande ville, c'est une évidence hein, qu'on est obligé de faire avec la France entière, voire avec le monde entier. Dans les jardins d'Alain Passard, chez vous, dans votre domaine, Sylvain Picard, on pourrait imaginer d'autres choses. Il y a déjà des abeilles, vous faites du miel ?
Alors effectivement, sur le jardin, qui est également un jardin naturel, pas biologique, mais naturel, il y a un rucher qui est en place puisque je pratiquais l'apiculture avant de rencontrer Alain et de partir pour ce projet. Et ça me paraît pour moi indispensable. Ça devrait faire partie du cahier des charges de l'agriculture biologique d'avoir dans les exploitations un rucher. Bien sûr, soit le maraîcher, soit le paysan, pour des questions d'allergie ou de temps, ne puisse pas s'en occuper, mais il y aurait toujours un apiculteur dans les environs qui pourraient s'en charger, et puis surtout ça permettrait aussi d'agir sur ce qui se passe actuellement dans le monde apicole. Peut-être une petite parenthèse, vous faites la distinction entre agriculture naturelle et agriculture biologique. Tout simplement parce que j'ai pas le logo, donc le label agriculture biologique, donc je suis sur un jardin naturel. D'accord. Plus de soins possibles, mais... aucun traitement bien sûr sur le jardin, et puis aucune culture sur bâche également, donc c'est vraiment le sol qui est notre support de travail et sur lequel on s'attache aussi bien dans la Sarthe que dans l'Eure. Et alors on peut imaginer, puisque Alain Passard est un grand rôtisseur, c'est un maître de la braise, il a évidemment ces dernières années accentué énormément la mise en valeur du végétal. Il a un menu qui est entièrement consacré aux légumes, mais il reste quand même quelques fenêtres de tir, on va dire, pour des belles volailles qui continuent à rôtir de façon divine. Et on pourrait penser que pourquoi pas, entre les carottes, les asperges et les petits pois, d'avoir quelques poules qui picorent et qui ensuite seront utilisées dans le restaurant. Alors pourquoi pas, effectivement, ça pourrait rentrer complètement dans l'écosystème du potager. L'intérêt des volailles de travailler le sol entre deux cultures, mais encore une fois il faut avoir aussi l'espace, la même démarche, c'est-à-dire d'avoir une alimentation, et il faudrait aussi avoir des cultures pour cela, et puis aussi du personnel, parce que le maraîchage, quand on est sur une structure comme nous, sur 3 hectares cultivés dans la Sarthe et puis 2 hectares dans l'Eure, donc il y a au total 10 maraîchers qui travaillent pour le restaurant, qui représente 60 couverts, donc c'est une main d'œuvre importante. Donc aller greffer encore d'autres productions, pourquoi pas, mais il faut augmenter effectivement la démarche humaine.